Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Emna, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Bah écoute, très bien. Je te sens un petit peu timide au micro, alors que t'as l'habitude de faire des talks, des conférences et tout, même exercices en tout cas. Ouais, mais à chaque fois on est devant l'exercice d'improvisation, donc c'est pas évident. Parfois les gens disent bah voilà, t'as fait beaucoup de conférences donc t'as plus de stress, mais le stress c'est un élément important. D'une part, ça permet de pousser l'adrénaline lors du talk et de bien se préparer, et aussi j'avoue, à chaque fois où on fait plus de conférences, plus de talks, il y a moins de stress, mais il existe toujours. Bon, on va dire que c'est du bon stress motivant. Exactement, ouais. Ok, bon, en tout cas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, moi j'ai confiance. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es coach agile chez Sogeti, part of Capgemini, donc une entreprise que je connais très bien. Et tu as à ton actif 7 ans d'expérience dans le domaine du test. Tu es membre actif du Ministry of Testing et en plus de ça, tu es un peu prof sur LinkedIn Instructor. Je pense que la majorité de nos auditeurs visualisent très bien qui tu es, étant donné que tu donnes, comme je disais là, avant qu'on démarre l'enregistrement, assez régulièrement des interviews, mais surtout parce que tu es speakeuse internationale. Donc, autrement dit, tu es dans le jargon, ce qu'on appellerait une pure passionnée du test et de la qualité, et je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Ouais, Voilà pour ta merci. présentation. Ouais, je suis contente de parler de mon parcours et ce que j'ai fait durant ces 7 ans d'expérience dans le domaine du testing, les différents rôles que j'ai occupés. Première chose que je veux dire, que c'est la première conférence que j'ai fait, c'était moins de 3 ans d'expérience. J'ai voulu passer hors ma zone de confort et essayer un nouveau truc. Et depuis ce moment-là, chaque année, je suis dans les conférences au moins 4, pour ne pas dire plus, chaque année. C'est top. Franchement, et je trouve ça hyper ambitieux d'ailleurs de partir aussitôt dans une carrière et de dire ok, je vais me mettre un petit peu en risque. Et d'où ça t'est venu de te lancer là-dedans? Bon, j'ai voulu combiner deux passions. J'ai une passion pour les voyages à l'échelle personnelle. J'aimerais bien voyager, découvrir le monde, et je me suis dit bon, je ne peux pas voyager à travers mon entreprise, donc je dois penser à un truc, comment je peux faire pour pouvoir voyager et en même temps quelque chose lié à mon métier. Et après une certaine réflexion, je me suis dit bah les conférences ça peut être une bonne idée, mais comment je peux faire? Il y a des speakers qui ont des 20 ans d'expérience et moi j'ai juste à peine 3 ans, je suis novice dans le domaine, comment faire? Donc qu'est-ce que j'ai fait en 2018? J'ai décidé de voyager pour assister à une conférence. Ok. C'était en Serbie, à Belgrade. Donc j'ai fait un voyage d'une semaine à titre perso, et il y a 2 ou 3 jours que j'ai passé dans une conférence. Et j'ai eu la chance non seulement d'apprendre des nouveaux trucs, mais aussi de rencontrer des speakers dans le domaine très connus. Et j'ai discuté avec eux, j'ai dit que je souhaite devenir speaker, mais je sais que j'ai pas encore d'expérience comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? Comment se lancer? Ils m'ont dit, chaque personne est unique et il a une histoire. Donc, le jour où tu es sur scène, c'est pas votre nombre d'années d'expérience qui va compter, mais plutôt c'est votre expérience. Et chacun, même si avec 3 ans d'expérience, on peut avoir une histoire que l'autre personne qui a 20 ans, peut-être il n'a pas eu le même parcours. Tout à Donc, fait. on peut inspirer même si on n'a pas suffisamment d'années d'expérience.
Et du coup, j'ai pris tous ces conseils en compte. Et j'avoue, la première fois, c'était pas évident. J'ai reçu peut-être une vingtaine de refus, Wow. ou même plus. Je sais pas combien, mais j'ai pas lâché. À chaque fois, je fais une version, j'envoie, je reçois un feedback, même si je suis rejetée, je demande à la conférence pourquoi je suis rejetée. Et j'ai essayé d'améliorer petit à petit ces propositions pour les conférences. Et ma première conférence, c'était en 2019. J'ai fait la même année, je pense, 5 ou 6 conférences. J'ai envoyé le même sujet en anglais et en français qui concerne les communautés de pratique dans le testing. C'était mon premier sujet de conférence. Okay. Et la première, c'était en Belgique, en version francophone, à Liège. Et le même talk en version anglais, c'était au Canada. Ok. Donc voilà, c'était une superbe expérience hors ma zone de confort, surtout de le faire même période presque, une version en anglais et en français. Donc c'est double extension hors clair. ma zone de confort. C'est clair, et puis c'est beaucoup de travail aussi quand même de préparer tout ça. Ouais, ça m'a pris beaucoup de travail, surtout pour la première fois, et je suis pas native ni en français ni en anglais. Je suis trilingue, donc j'ai essayé de bien me préparer avant de faire ce petit pas, car d'une part, on est devant le stress, devant le public pour la première fois, et d'autre part, on a un message à dire. Donc, j'ai peur si j'oublie un truc ou qu'est-ce que je vais dire devant le public si j'oublie le contenu. Donc, j'ai essayé de préparer mot à mot mes premières conférences, mais maintenant, je prépare plus des bullet points et j'avoue, l'exercice d'improvisation est en train de s'améliorer. Pareil pour ce podcast, j'ai pas de script écrit, mais mes premières conférences, j'avoue, je prépare tout un script pour ne pas avoir peur de parler, qu'est-ce que je vais dire. Et bon, voilà, j'essaie à chaque fois de débloquer un objectif. Oh, bah en tout cas, bravo. Hein. Parce que vraiment, c'est cet exercice comme ça de se mettre en risque, hein, vraiment, et de se dire, c'est pas grave, on y va, on se motive et on va y aller. Franchement, c'est super. Et la preuve que t'as eu raison, parce que là, on est quelques années plus tard, et t'as répété l'exercice et tu continues à te performer et tu prends de l'aisance et enfin c'est tout à ton honneur quoi. Donc vraiment bravo. Merci, ouais, exactement. À chaque fois qu'on le fait, ça devient plus naturel et ça donne plus d'ambition. Donc maintenant, par exemple, j'ai fait quelques conférences. Je dis maintenant, mon futur objectif, c'est cette conférence. Donc j'essaie d'envoyer ma candidature à plus de conférences et je laisse mes objectifs, c'est d'être accepté, par exemple, à Agile Testing Day. J'ai envoyé pas mal d'années, mais c'était pas évident d'être accepté. Mais j'ai pas lâché. Et pour moi, c'est vrai, c'est un risque, mais dans tous les cas, on apprend. Même si c'était pas la meilleure des conférences, au final, on va apprendre et la prochaine, ça sera mieux. Donc j'ai toujours ce mindset. Faut pas avoir très peur. On est là pour apprendre, pour essayer. Et on peut aussi demander le feedback des communautés autour de nous avant de faire cette conférence pour la première fois, soit dans un meet-up local, dans votre communauté interne. Peut-être cette petite expérimentation peut vous aider à avoir un feedback et améliorer à chaque fois. Donc conseil pour nos auditeurs, si jamais ils ont envie de se challenger et puis se lancer là-dedans, en tout cas regardez dans votre communauté autour de vous, il y a peut-être des opportunités qui sont là. Oui, exactement. J'encourage fortement les gens à partager leur expérience et si vous avez quelque chose d'intéressant dans votre quotidien autour du test, de l'agilité, n'hésitez pas à la partager. Et puis surtout, avec les autres. On a tous quelque chose d'intéressant à dire. Ça, c'est... ouais. On a tous une histoire singulière et vraiment, faut le faire, quoi. Ok. Alors, t'as écouté le podcast un petit peu ou pas du tout? Ouais. La dernière que j'ai écoutée, celle de Nicolas. Ça t'a plu? Ouais, c'était superbe. Le partage d'expériences entre passionnés de tests.
J'ai entendu aussi parler de la Paris Test Conf juste une semaine avant que j'y aille. Donc, c'est super. Donc, bravo et Merci. félicitations pour ce travail. C'est bien de trouver de plus en plus de ressources francophones parlant des tests logiciels dans ce podcast. C'est très intéressant. Merci, c'est gentil. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire un peu chacun à son niveau. Donc du coup, tu connais maintenant ma petite question rituelle. C'est quoi pour toi un produit de qualité? Ah, bon, c'est une question simple, mais en même Mais temps vas-y, difficile. simple. Bon, pour moi, un produit de qualité, c'est un produit qui satisfait les clients par rapport à ce qu'ils souhaitent. Par exemple, si je souhaite utiliser un téléphone, s'il répond rapidement, s'il m'offre une bonne qualité de photos, de vidéos, fait des appels, les applications sont super rapides à s'ouvrir, pour moi, c'est un téléphone de bonne qualité. Bon, peut-être je peux avoir d'autres exigences concernant couleur ou taille. Donc, tout dépend des exigences des clients. Et nous, quand on construit ce produit, on essaie de répondre aux exigences clients fonctionnelles et aussi non fonctionnelles. Fin de la définition. Bon, j'avoue, on peut. Non, mais t'es pas du tout discuter obligé encore d'aller plus plus sur loin. le sujet, mais j'essaie de donner une réponse assez vague et qui résume un peu qu'est-ce que c'est un produit de qualité. D'accord. Bon, en résumé, un produit qui attend un produit qui donne ce que le client attend de lui. Ouais, et aussi la citation anglaise quality is a value to someone. Donc ça dépend comment chaque personne a sa perception de la qualité. Donc peut-être mes attentes vont être différentes de tes attentes et l'utilisateur qui a créé ce produit n'a pas pensé aux différentes personas. Et du coup, on peut avoir le même produit, mais je ne serai pas satisfaite car ça ne répond pas à mes souhaits. Par contre, pour toi, ça peut être utile. Donc, il faut considérer les différents personnages qui vont utiliser notre produit. Ça fait partie aussi comment on va satisfaire nos utilisateurs et couvrir les différents personnages qui vont utiliser ce produit. Donc, bien définir les différentes cibles. Ok, très bien. Bon, merci pour cette réponse. Alors, si je me trompe pas, tu fais partie des rares personnes qui ont commencé à travailler dans la qualité directement en sortant d'études, sans passer par une reconversion. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans le détail de ton parcours et de ce qui a fait que tu t'es tournée vers le test et puis ensuite que tu y es restée? Merci pour cette question. En fait, je suis de base ingénieure informatique. J'ai eu la chance d'effectuer mon stage de fin d'études à la Bourse de Tunis. Je suis diplômée de l'École nationale des sciences d'informatique en Tunisie. Lors de mon projet de fin d'études, c'était dans le domaine finance. Et moi, j'ai fait une option ingénierie pour la finance dans ma dernière année. Et du coup, l'utile rejoint l'agréable. Donc, le projet, c'était un projet de développement pour une application de Initial Public Offering, la gestion des introductions en bourse. Et à la fin de ce projet de fin d'études, on a eu une demande de quelqu'un qui est en train d'ouvrir sa boîte, qui cherche des personnes qui ont fait leur stage d'études à la bourse. Et le projet, c'était tester une application mobile pour les ordres, le trading, une plateforme de trading. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas qu'il y a un métier test. Et en même temps, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire comme développement? J'avoue, je suis pas trop passionnée par le développement comme par le test. Donc, dès l'école, ok, ça va, mais je me sens pas que juste je le fais car je dois le faire. Si j'ai un exercice, un projet de développement,
je le fais pour le faire, pas plus. Mais quand j'ai commencé dès l'entretien, qu'est-ce qu'on va faire comme projet, ils m'ont expliqué le métier du test, ils m'ont donné des exemples, ils m'ont posé différentes questions. Qu'est-ce que tu fais si tu as une telle situation? Des questions très simples qui font partie du métier du testing en fait. Et la chef de projet dans cette startup, elle avait un background en testing. Ok. Donc, j'étais super motivée car je vais partir vers un nouveau rôle que je ne connais pas et je suis très enthousiaste de découvrir de quoi s'agit-il un QA analyste à l'époque. Donc, j'ai commencé avec des tests pour des applications mobiles, Android et iOS, dans le domaine finance. Et j'ai bien aimé ce métier. Je découvre des bugs partout. Je challenge les développeurs. Je demande la spec partout. Bon, à l'époque, on n'a pas un PO au vrai sens du mot, mais il y a des équivalents pour avoir la spec, qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup, au bout de 6 mois, j'ai beaucoup appris et j'ai eu une opportunité dans le même projet pour passer à l'automatisation des tests. Donc, j'ai découvert un autre aspect du métier. Et voilà, donc c'était un super challenge pour moi et j'ai décidé voilà, c'est exactement le métier que je veux faire, mais quand j'étais étudiante, je ne savais pas que ce métier existe. Ok, d'accord. Donc, un peu comme, du coup, tout le monde t'a découvert le métier par hasard, mais... Oui, par hasard, et parfois c'est grâce aux étapes qu'on fait. Si par exemple j'ai pas choisi ingénierie pour la finance et j'ai pas eu ce stage de fin d'études à la bourse, peut-être je vais pas avoir ce parcours. Moi, tu sais, moi, je suis un peu convaincue que rien n'arrive par hasard, hein. Donc, si, tu vois, aujourd'hui, t'es sur un cœur des métiers qui te plaît, qui te challenge, qui te drive et pour lequel tu fais beaucoup de choses, je pense que tu serais quand même arrivé au test par un autre moyen, peut-être plus tard, mais dans tous les cas, tu l'aurais découvert parce que quelqu'un t'en aurait parlé, d'autant plus que t'es quand même parti sur une formation où t'étais en ingénierie informatique. Donc, dans tous les cas, t'aurais entendu parler du test, tu Ouais, t'y serais intéressé et puis tu serais arrivé dedans. Tu vois. ouais, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir ce métier dès mon premier job et je suis contente. J'ai pas travaillé en tant que développeuse et moi j'aime pas trop le dev. Je comprends. D'accord. Mais qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive vraiment parce que, enfin, tu fais quand même beaucoup d'activités, tu vois, et il faut beaucoup d'énergie pour arriver, tu vois, à avancer comme ça. Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves, tu te dis, ok, j'ai tout ça à faire dans ma to-do list, je vais le faire parce que, genre, d'où est-ce que ça te vient toute cette motivation? Ah, bonne question. Bon, je vais commencer tout d'abord par la motivation en tant que rôle d'un testeur. Même si maintenant je vais pas exactement le rôle du testeur, je vais en parler après. Mais pour moi, dès mon jeune âge, je suis quelqu'un de curieux qui pose des bonnes questions. J'essaie de trouver la solution ou s'il y a un problème, j'essaie de comprendre pourquoi. Donc cet esprit critique et cette bonne réflexion me motive. Donc même si il y a une nouvelle livraison, pour moi, c'est comme je suis en train de jouer à un jeu pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a comme produit, est-ce qu'il y a un problème bloquant, là, il faut en parler assez tôt. Donc, pour moi, le métier en lui-même, c'est déjà motivant. Ok. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, dès le début de mon métier, j'ai rejoint des différentes communautés et le partage entre les communautés de test, soit au niveau national, au niveau international, il y a plein de monde qui partagent soit qu'est-ce qu'ils en fait, leurs problématiques, des questions. Donc je me rappelle même mon premier job quand j'ai un problème, j'essaie de partager mon problème dans les communautés et les gens essayent de m'aider avec ce qu'ils connaissent. Et je trouve que ça c'est vraiment motivant. J'essaie d'une part
d'apprendre ce que je fais et soit de demander l'aide ou d'aider les gens qui ont besoin d'aide. Et je trouve ça, l'aspect communauté, ça motive et ça aide. On sent qu'on est dans un environnement où on peut partager et apprendre ensemble. Et aussi, quand j'ai commencé le challenge des conférences, je rencontre des experts qui font un tel truc. Je dis bon, c'est une occasion pour apprendre des personnes, les leaders dans le domaine. Et pourquoi pas, on peut un jour devenir comme eux et donner des choses plus intéressantes à la communauté, contribuer aux livres, contribuer à faire des formations parlant de notre métier. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui me donnent de l'énergie. Je peux citer un exemple. Quand j'ai voyagé aux conférences, j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui font des sketch notes. Oui. La facilitation graphique. Moi, initialement, je connais pas ce terme, même juste j'ai demandé de quoi s'agit-il et je trouve que c'est intéressant car moi, à l'école, avant, j'ai fait option dessin. Donc, j'aime ce genre de dessin. Donc, ils m'ont inspiré et je trouve que ça fait partie des passions et pas côté professionnel, mais tu peux la rejoindre. Donc, le fait de lier votre passion personnelle à ce que tu fais ou essayer de trouver le lien, peut-être c'est pas évident. Ça peut donner plus d'énergie pour faire des nouvelles choses, pardon. Okay. Donc pour moi, le fait d'être au-delà de votre zone de confort, il faut qu'il y a quelque chose qui te passionne derrière. Comme par exemple, j'ai cette passion pour les sketch notes, donc je me suis lancée à les faire pendant les conférences. J'essaie de sketch notes, même si c'est pas parfait. J'ai beaucoup de sketch notes que j'ai pas partagées car c'est pas partageable. Il y a beaucoup d'espaces vides où il y a des choses pas trop claires. Mais avec la pratique, petit à petit, on arrive à faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Je remercie les personnes qui ont fait les sketch notes devant moi dans les conférences, ce qui m'a vraiment inspirée. Sinon, je ne savais pas que ce truc existe. Bah, en tout cas, tu as pris une expertise là-dedans parce que, enfin, ils sont quand même très détaillés, tes sketch notes. Bon, j'ai été les voir, tu vois, j'ai été sur ton site, je les ai regardés et c'est quand même très, très, très détaillé, quoi. Oui, merci. J'essaie à chaque fois de les améliorer. Et récemment, j'ai ajouté tout ce que j'ai fait à chaque sketch note. J'essaie de la publier dans mon blog avec la date où elle a été prise. Et ça me permet de revenir aux mémoires. Qu'est-ce que j'ai appris? Ça m'aide à se projeter dans cette conférence et d'avoir ce mémoire, ce que j'ai appris. Et c'est pareil pour les blogs. Quand on lit des blogs d'autres personnes, et on peut avoir des nouvelles idées de notre côté. Ça me motive aussi d'écrire, pourquoi pas. Je peux aussi écrire des blogs pour partager ce que j'ai appris. Et j'avoue, même moi-même, j'écris un blog qui date de 2 ans. Parfois, j'ai besoin de relire mon propre blog juste car j'ai besoin de se rappeler de ce que j'ai dit dans ce blog en détail. Donc, ça me permet de mieux réfléchir, de visualiser mes apprentissages. Et on peut aussi recevoir des feedbacks ou des commentaires ou des questions de la communauté quand on partage nos blogs. Donc, ça aide. Tout ça, ça encourage, je dirais. Ouais. Bon, ça te fait une traçabilité visuelle et en fait, ça te fait des espèces de cases. Donc du coup, de ce que je comprends, t'es quelqu'un qui est très visuel et qui a besoin vraiment de tracer ses trucs. Et ça te permet en fait une aide pour ta mémoire pour venir piocher les informations dont t'as besoin. Ouais, exactement. Ça permet de mieux visualiser. Et un autre truc qui m'a motivée, c'est la gamification. Dès la première conférence à laquelle j'ai assisté, j'ai découvert des jeux liés au test dans le jeu Risk Storming pour établir une stratégie de test. Donc ce jeu-là, quand je l'ai découvert, j'étais très 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 contente car j'aime beaucoup les jeux de société. Et je me suis dit, jeu est lié au test, ça c'est vraiment intéressant. Et depuis cet instant, j'essaie toujours de chercher s'il y a des nouveaux jeux sur la planète, soit liés à l'agilité, test ou bien DevOps qui existent. Et à chaque fois, je passe un ordre pour avoir des nouvelles cartes.
un board de jeu pour jouer un tel jeu qui est lié au test. Ok. Donc ça, c'est aussi motivant pour moi. Donc voilà, tous ces éléments-là m'ont aidé à avoir cette énergie et s'amuser du métier, pas juste travailler en tant que testeur. Et le test, c'est plus que d'être juste un testeur. Ouais. Ouais, clairement. Bon, t'as précédé une de mes questions qui allait venir après sur la gamification, justement. Bon, après, tu viens de l'expliquer, t'es très partisane de ça, tu vois, de l'apprentissage en mettant un petit peu de jeu dans les trucs. Est-ce que t'as l'impression que toutes les personnes à qui tu as parlé de gamification et à qui, du coup, tu transmets ton savoir, parce que il y a aussi de ça, dans ton rôle de coach, tu transmets aussi, tu vois, en mettant en place ce genre de méthodo. Donc toi, ça t'aide à mieux apprendre, mais est-ce que tu as l'impression que les personnes que tu vas coacher, par exemple, vont mieux apprendre de cette manière par rapport à un apprentissage plus standard, on va dire? Ouais, et d'ailleurs, tout ce qui est ludique, ça fait partie des pratiques récentes d'apprentissage, car ça permet aux gens de réfléchir, de prendre leur temps, et quand il y a l'aspect jeu, ils ne vont pas se sentir stressés. Imaginons qu'on est en train de travailler avec le manager de l'équipe et les membres de l'équipe. Quand on est au niveau de jeu, il n'y a pas de hiérarchie et on est tous pareils contre ce jeu-là et on veut gagner. Par exemple, je dis n'importe quoi, gagner à améliorer le temps de delivery ou améliorer le lead time, par exemple, et on essaie de construire notre pipeline de livraison continue, par exemple. Donc, tout le monde essaie de contribuer de ce qu'il connaît et s'ils ont des questions, ils peuvent poser, s'il y a des problèmes. Donc, ça permet aux gens de mieux comprendre les différents aspects de leur métier grâce au jeu et aussi de s'amuser. Par exemple, j'ai animé des sessions avec des Lego. C'était super amusant. On sent qu'on est en train de jouer, mais en même temps, je passe des messages à travers ces différents. J'ai fait 3 exercices et différents sprints dans les Lego. Et à chaque fois, j'essaie de passer un message sur les pratiques d'ingénierie de la qualité, faire les tests, les différents types de tests, etc. Donc, c'est un espace où on apprend et on s'amuse ensemble. Sur jour, c'est trop bien. J'ai demandé à mon manager si tu peux venir qu'on fasse des choses comme ça avec des Lego. Non, mais c'est super. Franchement, c'est super. On retombe en enfance et on a beaucoup plus envie de se lever le matin si on sait qu'en fait on va y aller puis on va s'amuser que d'être dans des trucs un peu durs. Ouais, et je trouve que aujourd'hui, de plus en plus, il y a des boîtes qui s'intéressent à la gamification. Je reçois souvent des invitations, par exemple, nos collègues côté Maroc, ils m'ont invité une fois, juste une journée, pour les sensibiliser pour l'utilisation de la gamification dans leur quotidien. Et c'était une super expérience où on a fait un QA Gaming Day où j'ai amené une valise avec toutes les boîtes des cartes que j'ai, les Lego, les pièces, et c'était super. Mais la seule frustration, que j'ai amené plus de jeux que le temps dédié. Du coup, les groupes ont joué différents jeux. Mais ils ont voulu essayer tout, mais on n'a que une journée, donc ils n'ont pas pu tout essayer. Par contre, on a fait un débrief à la fin où on a partagé ce qu'on a appris de chaque jeu et c'était super intéressant. En tout cas, je me le note. Je ferai une suggestion à mon manager très rapidement. Ça sera avec plaisir. Ça marche. Alors, donc du coup, si on revient un petit peu en arrière sur ton parcours, pardon. Donc ensuite, t'es passé sur des rôles d'analyse qualité, de test lead. Donc aujourd'hui, tu es coach. Comment t'es arrivé Alors, tu es coach qualité dans un contexte agile, je précise. Exactement, voilà, ouais. très important. Comment tu es arrivé là? Et aujourd'hui, à quoi ressemblent tes journées? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des anecdotes sur justement l'agilité dans des équipes où tu interviens en tant que coach, etc. Bon, en fait, comment s'est fait mon passage
moi, l'une des missions que j'ai rejoint, c'était en début 2022 en tant que test lead sur la partie intégration. Donc, tout ce qui est test API, etc. Le projet était super complexe et le projet a démarré from scratch. Donc, j'ai passé presque une année à tout mettre en place. Au début, j'ai commencé la première testeuse sur le projet. Donc, d'une part, c'est moi qui fais la stratégie, c'est moi qui écris les tests. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour le test, pour initier le démarrage du test dans ce projet. Okay. Et après, l'équipe s'est agrandie. Il y avait différentes personnes, moi côté France, une autre côté Pologne, et il y a d'autres personnes. Mais on a réussi à mettre les choses en place et le projet commence à se montrer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est en fin d'année, il y avait des restrictions budgétaires. Ouais. Ils ont décidé de mettre le projet en stand-by, car les priorités changent et tout ça. Donc pour moi, c'était une frustration car j'ai bien aimé ce projet et j'ai voulu le voir jusqu'au bout quand il est livré, mais c'était pas le cas. Par contre, à cette époque, là où cette époque c'était juste l'année dernière, donc il y avait une transformation agile dans l'organisation. Okay. Et cette transformation agile, il y a déjà un coach agile qui travaille dans cette transformation. Donc après quelques mois du début de cette transformation, ils ont remarqué qu'on a plusieurs équipes de test, environ 6 ou 7 équipes. On a aussi besoin d'améliorer les pratiques de qualité, de sensibiliser les autres personnes envers la qualité, par exemple les PO. Et donc, le besoin pour un coach qualité est devenu de plus en plus nécessaire. Et ça tombe bien avec l'arrêt de mon projet. Du coup, la bonne partie de la mauvaise nouvelle que le projet est arrêté, c'est que j'ai démarré en tant que coach qualité dans le même contexte, mais avec d'autres équipes, Okay. pour ce rôle de coach qualité. Ah, super ça. Et j'avoue que la même période, moi c'était en début de 2023 que j'ai démarré ce rôle. Juste en novembre dernier, j'ai eu la chance d'assister à un tutoriel de Anne-Marie Charette, une personne très connue en termes de quality coaching. Elle est originaire de l'Australie. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'assister à son tutoriel car ce rôle pour moi c'est comme ma perspective future. Oui. Mais j'ai pas pensé que ça va être aussi proche. Donc pour moi, je pense que c'est dans peut-être 3 ou 4 ans, je vais jouer ce rôle. Mais j'ai pas pensé que je vais avoir l'opportunité assez vite. Donc j'ai assisté à son tutoriel. Il y avait plein d'exercices, plein d'aspects qu'on a appris lors de son cours. Donc d'une part, je me sens que je suis un peu préparée au rôle, théoriquement. Et d'autre part, je contribue à la communauté. Il y a un aspect communauté qui est utile comme pour le coach. On va essayer de faire le lien après comment c'est utile. Donc, je sens que j'ai quelques points qui m'ont aidé pour être la personne adéquate à ce rôle-là. Mm-hmm. Juste du jour au lendemain, je suis devenue coach qualité. Je sais pas par où commencer. J'ai l'organigramme de l'organisation, les différentes équipes, les différents produits qui existent. Mais en tant que coach, c'est pas évident de démarrer ton premier jour déjà ou ta première semaine. Oui. Car c'est pas toi dans une équipe et tu vas avoir un manager qui va te dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut couvrir comme cas de test si vous êtes un automaticien ou un test lead, peu n'importe. C'est un contexte un peu différent, car on passe d'une équipe à des équipes. On passe au transverse. Oui. Et là, on sait même pas par quoi commencer, comment faire, comment initier les échanges. Donc, tout simplement, après quelques échanges que j'ai eus avec les managements sur ce qu'ils veulent comme objectif de transformation agile qui impacte le test, genre raccourcir la durée des sprints par exemple, ou ne pas avoir les tests décalés après les sprints, des choses comme ça. La seconde chose, j'ai essayé d'organiser des points
avec les test leaders de chaque équipe pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien de test. Okay. Et moi, comme je connais les différents test leads en tant que membre de la communauté test, c'était très facile d'avoir ça comme une porte d'entrée pour explorer ce qui se passe dans les différentes équipes. Donc, j'ai fait quelques échanges, j'ai préparé des questions sur comment ça se déroule le test chez eux, l'automatisation, la couverture, les métriques, etc. Il y a plusieurs questions qui touchent à la fois l'agilité testing pour comprendre de quoi s'agit-il leur contexte. Et cet échange m'a aidé à avoir des informations et à noter quelques points qui m'ont étonné un peu peut-être ou des points pistes d'amélioration. Et du coup, tout a commencé comme ça, suite à une discussion et après, tout un parcours. Mais tout a commencé avec des discussions pour mieux comprendre les enjeux, ce qu'il faut faire et ensuite accompagnement, soit par équipe, soit individuel, ça dépend des contextes et ce qu'on veut réaliser dans chaque équipe. Mais la seule chose ou la première chose que je mentionne comme challenge, si quelqu'un dans ce genre de rôle, s'il y a par exemple 6 ou 7 équipes, ce n'est pas évident d'être impliqué dans toutes les équipes à la même période, car sinon ça va cracher votre cerveau. Parmi les choses, moi j'ai demandé aux personnes de me transférer les différentes réunions d'équipe pour voir de quoi s'agit-il, leur sprint review, sprint planning. Donc imagine, au début, mon calendrier était plein car moi c'est qui a demandé d'avoir toutes les invitations. Donc même si j'assiste aux différents points, et en plus en tant que personne qui commence dans ce rôle, c'était pas évident pour moi. Même j'ai commencé à oublier, même si je suis quelqu'un qui a une bonne mémoire, j'ai commencé à oublier, mais qu'est-ce que j'ai entendu là? C'était une source de confusion si tu essaies toutes les équipes en même temps. Donc pour cela, il est mieux de prioriser, de demander au top management par exemple, quelles sont les priorités les plus urgentes ou les équipes qui souffrent le plus ou s'il y a un problème grave. Donc essayez de prioriser ou même s'il n'y a pas de problème, vous pouvez dire voilà, cette semaine je vais me focaliser sur 2 ou 3 équipes et après je vais prendre les autres équipes. Bon, ça reste ma première expérience dans ce rôle et je découvre au fur et à mesure. Peut-être dans le futur, je vais avoir d'autres raisons ou d'autres arguments. Mais en tout cas, c'est pas évident pour démarrer d'une équipe vers toute la transversalité. Ce serait intéressant effectivement d'avoir quelqu'un. Je poserais la question à Benjamin Hutel, que je pense que tu connais très bien. Ouais, évidemment. qui du coup a une posture de coach depuis quelque temps déjà. Je poserai la question. Tiens, il reviendra dans le podcast et vous ferez un épisode tous les deux et puis vous pourrez comparer vos visions aussi. Ouais, très bien de voir les autres coachs. Et d'ailleurs, c'est intéressant car chacun... En fait, le rôle de coach, pourquoi il est un peu spécifique et original, car c'est pas un métier qui se répète. Par exemple, un automaticien, même si le langage va changer, mais au final, il y a le même aspect d'automatisation. Si on a les bons design patterns, le langage, les outils, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va faire. Mais en tant que coach, chaque fois, il y a des situations complètement différentes. Soit sur les aspects de test, soit sur l'humain aussi, car quand on parle du coaching, on parle de l'humain, la résistance humaine au changement, surtout si on veut changer les pratiques. C'est pas évident. Bien sûr. Par exemple, parmi les choses, ils vont te dire non, mais on a toujours fait comme ça, on veut Il n'y a pas pas de raison de changer. changer. Donc, préparez-vous. Si quelqu'un veut démarrer dans une posture de coach, il peut y avoir beaucoup de résistance des équipes, des membres de l'équipe. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui veut avancer et faire des changements. Donc, comme conseil, essayez de ne pas proposer vous-même, il faut faire. Essayez de préparer le terrain pour qu'ils puissent découvrir eux-mêmes qu'est-ce qu'il faut changer. Essayez d'ailleurs c'est
c'est la différence entre un enseignant et un coach. Un coach, il ne va pas donner la réponse. Il va poser les bonnes questions pour aider les personnes à mieux réfléchir et avoir la solution eux-mêmes de ce qu'il faut faire. Ok. Donc ça, c'est le challenge d'un coach, c'est de partager ou de rendre l'équipe consciente de ce qu'il faut changer. D'accord. Ok, très clair. Donc si je résume, en gros, t'as gagné 2-3 ans, voire 4, sachant que t'es passé d'un projet où tu étais guide d'une équipe de test, très rapidement, t'es passé en posture de coach. Il y a beaucoup de choses que tu as appris en fait sur le tas et surtout ça t'a poussé à prendre un peu de hauteur pour voir les choses de manière transverse. Ouais. Et ensuite, de là, tu t'es rendu compte que il fallait que que tu ne pouvais pas t'impliquer partout en même temps à fond et qu'il fallait que tu priorises. Et ensuite, que c'était plus facile au niveau de l'organisation et surtout, élément le plus important, s'appuyer sur les personnes qui sont ouvertes au changement et puis faire en sorte que chaque personne arrive à trouver des solutions par elle-même et ne rien imposer. Ouais, et autre chose que j'ai fait, par exemple, si je découvre une équipe qui a déjà commencé le bon terrain, j'essaie de trouver cette équipe et de la demander, est-ce qu'il y a quelqu'un de volontaire qui veut partager ça avec la communauté? Et j'insiste à inviter toute la communauté et en particulier les personnes qui ont besoin de ce changement dans leur équipe. Par exemple, au niveau de l'automatisation des tests, leur intégration dans la pipeline de livraison de contenu et tout impliquant les quelques tests API, j'ai remarqué qu'on a un bon exemple dans l'une des équipes. Donc, je lui ai demandé de partager ça avec la communauté et le changement, c'est pas venu de moi, mais une autre personne qui a partagé. Du coup, il était trop enthousiaste quand ils ont vu ce qu'il a fait et l'avantage qu'on peut avoir si on fait comme ça. Et du coup, la next step, c'était d'inviter cette personne dans l'équipe voisine pour l'accompagner et l'aider à faire ce qu'il a déjà fait dans l'autre équipe. Donc, il était plus motivé que si c'est juste moi qui a dit voilà, il faut changer ça et ça. Donc, en tant que coach, il faut essayer de trouver différents moyens pour motiver les gens à faire des choses qui améliorent et qui aident à atteindre les objectifs métiers. Ok. Mais effectivement, on est toujours plus motivé quand ça vient de nous-mêmes que quand ça vient de quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord. Ok, ça roule. Bon, tu te sens aujourd'hui... non, de ce que je ressens, au final, dans ce rôle de coach, t'as retrouvé du challenge Ouais. que tu apprécies. Ouais. Même si j'imagine que ça doit j'ai être trouvé beaucoup de challenges. Et donc, ça te plaît? Oui, même si parfois je sens que c'est au-delà de ma zone de confort, mais c'est quelque chose qui me plaît, car chaque situation, on apprend des nouveautés et on couvre d'autres aspects. Donc, je suis sûre que le plus qu'on connaît, le plus qu'on sait qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses. Pour cela, d'ailleurs, j'ai acheté un livre qui est Coaching Case, même si c'est pas directement lié au quality coaching, mais ça peut aider à voir les réflexes et les pratiques d'un coach et ça peut être appliqué en tant que coach agile, coach qualité, coach DevOps. Ok. Tu pourras me mettre la référence du livre, je le mettrai dans les liens Ouais, ok, de je l'épisode. peux l'envoyer après coaching test, coaching case, quelque chose comme ça. Je vais t'envoyer après le lien. Ok. Tu peux l'ajouter. Sinon, parmi les choses, les challenges qu'on a vécu, les gens en général, surtout quand on parle du management, ils disent bah voilà, vous avez commencé comme coach, ça fait un mois, quelle est la valeur ajoutée? Mais on sait bien que le changement prend du temps, mais c'est pas évident du jour au lendemain de voir les changements. Surtout quand on est transverse, on est en train de parler et communiquer avec différentes équipes. Donc, il faut prioriser
il faut avoir un backlog avec tous vos chantiers, qu'est-ce qu'il faut faire et essayer de bien choisir la priorité de chaque équipe. Peut-être l'objectif de cette équipe, c'est d'améliorer leur stratégie de test. Une autre équipe a besoin de plus de sessions de tests exploratoires. Une autre équipe, peut-être, ils ont d'autres enjeux. Par exemple, le fait d'améliorer l'automatisation dans leur équipe, car la plupart, c'est des tests manuels. Ils passent beaucoup de temps à faire les tests de régression. Donc, chaque équipe a des objectifs différents. Donc, en tant que coach, vous devez comprendre quel est le challenge de chaque équipe et comment vous pouvez la supporter. Donc, essayez de faire, moi, ce que je fais un backlog des différentes actions et chaque équipe peut suivre les différentes actions propres à elle. Et j'utilise aussi les couleurs pour distinguer les priorités. Must, should, good, j'utilise ces 3 priorités. J'essaie de mettre must en rouge si c'est une action très urgente où on doit vraiment commencer le plus tôt. Écoute, si c'est vraiment nice to have, mais c'est pas très très urgent en termes de priorité. Et tout ce qui est changement, ce n'est pas magique, car quand on dit changement, on parle de l'humain, on parle des habitudes, donc ça prend du temps. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a l'une des citations qui dit genre il faut au moins 30 jours pour s'habituer à un nouveau truc ou changer une habitude, ou même 30 à 45. 28 jours pour qu'une nouvelle habitude soit... Ouais, exactement. Ouais. Chaque citation, il y a différentes dates, mais en tout cas, la moyenne, c'est, comme tu as dit, c'est 28, 30, c'est au moins pour pouvoir changer. Donc, que dire dans une équipe? Ça, c'est pour changer nos habitudes en tant que personne, mais dans une équipe, c'est encore plus difficile car on va avoir différents personnages, différentes plutôt personnalités, différentes perspectives, challenges. Donc, je dirais ça prend encore plus de temps. Mais en tant que coach, essayer de les bien sensibiliser, c'est d'être transparent avec eux. Il faut aussi qu'ils acceptent le fait d'avoir un coach. C'est pas juste salut, je suis un coach et vous commencez. S'ils ne comprennent pas les enjeux, pourquoi ce métier est important, peut-être ça sera difficile pour eux de s'ouvrir. C'est une difficulté de plus, je pense, dont toi ta posture en tant que coach ou les coachs en général, tu vois. Ouais. Tu parlais de résistance au changement tout à l'heure. Je pense que c'est dur en fait de faire changer les gens, de faire sortir comme ça des trucs qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent et que eux-mêmes ils se mettent en risque comme ça. Même s'il y a quelqu'un qui est là justement pour les aider, c'est super dur. Ouais, ce n'est pas évident. Mais bon, tu nous as donné plein de tips en tout cas, donc pour toutes les personnes qui auront envie de s'orienter vers un ou plusieurs métiers du coach, je pense que c'est des conseils, c'est de bons conseils à prendre en tout cas. Ouais. Il est aussi important de partager, prendre le temps, présenter c'est quoi ce rôle, pourquoi on a implémenté ce rôle dans notre organisation, et essayer aussi d'avoir un sponsor de l'organisation. Ouais. Pourquoi on a ce coach? Car parfois les équipes ils vont dire bon, on n'a pas le temps pour faire vos ateliers ou ils essaient de trouver une raison car ils n'ont pas le temps. Et si par exemple le Scrum Master d'une équipe dit qu'il n'y a pas le temps, c'est un peu bizarre car c'est lui qui doit aider à mettre des choses en place, etc. Donc quand on a un sponsor, donc c'est pas nous qui a proposé cet atelier, c'est pour répondre à un but de l'organisation. Donc, il faut faire comprendre aux différentes personnes, quand c'est clair, quand ils connaissent que c'est pas le coach qui est en train de proposer, c'est pour répondre aux enjeux de l'organisation, il va vite répondre par oui, on est dispo quand vous voulez, on peut organiser cet atelier. Ok. Donc c'est la stratégie oui, en soi. Oui, j'ai vécu ce genre de situation également. Ouais. Après, j'espère que dans les entreprises où on choisit de mettre en place que ce soit des Scrum Masters ou des coachs, ça part quand même des gens qui prennent les décisions, tu vois, que ça se fait pas un peu comme ça sur le tas, parce que sinon effectivement c'est compliqué.
mais ça va venir. Petit à petit. Ouais, surtout ce rôle, c'est encore nouveau. Ouais. C'est des métiers qui sont nouveaux, qui sont en train de se mettre en place petit à petit, parce que t'as Exactement, ouais. l'agilité, par exemple. L'agilité, ça fait un moment qu'on en parle, mais qui est vraiment en train de se répandre dans l'ensemble, qui se généralise partout. Et ça, c'est des nouveaux métiers. Tu penses que d'ici 5 ans, on sera à quel niveau, par exemple? Bon, je dirais d'ici 5 ans, il va y avoir peut-être plus de coachs dans les organisations, surtout avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Mhm. Peut-être on va voir d'autres challenges pour le coaching. Ces jours-là, on parle souvent de l'intelligence artificielle, l'apparence ChatGPT, et on parle aussi de la sustainability. Donc, je trouve que ce sont deux enjeux des différentes organisations, mais ils ne savent pas comment les mettre en place et surtout comment adapter ces nouveaux trucs à des personnes qui ont déjà des années et des années dans l'organisation. Donc, peut-être le besoin de coaching va augmenter Mhm. et avec d'autres perspectives. Ok. Donc plutôt des métiers en croissance, quoi. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, moi, quand j'ai animé quelques conférences sur le rôle du quality coach, il n'y a pas plus que 5% ou maximum 10% de la salle. Non, je dirais pas 10. Je dirais 5% des personnes qui ont déjà ce genre de rôle. J'essaie de faire un vote pour voir il y a combien de personnes dans cette posture. Mhm. En tout cas, il n'y a pas beaucoup, mais une chose que je veux dire, j'ai oublié de le mentionner dès le début. En fait, je le vois pas comme un rôle séparé des autres rôles. Mhm. Même un test manager aujourd'hui, test leader, il peut avoir cette posture. C'est une posture qui se joue en plus d'un rôle à part. Donc, si quelqu'un est en train d'écouter, il veut se lancer dans le coaching, mais il n'a pas trouvé la position ou l'opportunité pour commencer, vous pouvez commencer dans votre propre rôle, Mhm. juste essayer d'avoir quelques outils de coaching et peut-être proposer un atelier, proposer petit à petit des choses et vous pouvez pratiquer, même si c'est pas à full time, mais à 20% de votre temps, vous pouvez pratiquer cette posture. Ok. Donc là, demain, si, par exemple, je suis analyste qualité, le coaching m'intéresse de plus en plus, je vois qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place au sein de mon équipe. Je leur dis, écoutez, je pense que par rapport aux problématiques qu'on a, on peut faire mieux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez si on commence à s'organiser de telle ou telle manière? On fait un atelier, on fait des jeux, pour voir où ça peut nous amener. Et puis à la fin de la journée, on décide ensemble si c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ou pas. Donc là déjà, ce serait quelque chose de possible, en sachant qu'il y a quand même le quotidien à gérer et puis les tests à faire au quotidien. Ouais, évidemment, et c'est intéressant pour. On peut impliquer des personnes qui ont l'envie, surtout de faire ce genre de pratique, Mmh. et comme un exercice simple qui peut être fait. Moi, j'ai fait un bilan de santé d'équipe, donc j'essaie d'organiser avec chaque équipe 2 heures. On peut le faire, par exemple, chaque mois, ou c'est comme une grande rétrospective qui couvre les différents sujets sans entrer trop dans les détails d'un sprint. Okay. Et dans ce bilan de santé, bon, j'ai essayé de le gamifier aussi. On a utilisé des feux, genre feu rouge, feu jaune, feu vert. Okay. Et lors des points, on a préparé des questions avec des réponses. Et donc la réponse, c'est comme si la première réponse, c'est-à-dire notre état est catastrophique. La deuxième réponse, comme si notre état est moyen. Et la troisième, comme si on est parfait. Bon, j'essaie de simplifier comment on a posé ces questions. Et chaque question, on a des slides pour demander leur avis. Et c'est comme le poker planning. Donc, chacun choisit l'un de ses feux discrètement, puis tout le monde affiche le feu qu'ils ont choisi tout d'un coup. Okay. Et la bonne chose, dans cet atelier, il y a toutes les personnes, développeurs, testeurs, PO, etc., Scrum Master. Quand il affiche les feux, on voit parfois des différences. Genre, une personne qui a le feu vert,
Donc, il est super content de ce qu'il fait et il pense qu'il est parfait. Et notre personne qui a le feu rouge, c'est-à-dire pour lui, c'est pas clair ce point. Et à ce moment-là, c'est eux-mêmes qu'ils vont avoir une discussion lors de l'atelier. Et la personne avec le vert, il essaie d'expliquer. Et peut-être c'est une chose qui n'est pas claire aux autres personnes. Et c'était le moment où le PO, par exemple, a partagé plus d'informations sur ce point, car ils n'ont pas eu la chance avant de le partager. Ou bien, si celui qui a fait le vert, il n'est pas au courant qu'il y a une problématique venant d'autres parties ou d'une équipe dépendante. Donc, la clé ici, c'est que en tant que coach, on pose les questions, on laisse les gens réfléchir avec l'aspect gamification avec les feux. Ils vont parler entre eux, ensemble, et ils vont proposer qu'est-ce qu'il faut faire pour changer. Donc, le changement va venir d'eux-mêmes. Et toi, en tant que coach, juste tape quelques notes, essayez d'utiliser votre écoute active, car là, l'un des outils très importants pour un coach. Et ensuite, essayez de proposer vos actions d'amélioration suite à ce que l'équipe a déjà discuté ensemble dans cet atelier. Et là, pourquoi j'ai mentionné cet atelier? Car même si vous êtes juste, vous n'êtes pas un coach, mais vous voulez l'exercer, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, ce genre d'atelier, je l'ai fait en mode mini. Quand j'étais test leader dans une équipe, j'essaie de le faire dans mon équipe en tant que rétrospective testing. Donc, c'est important de le faire et ça permet, c'est un aspect de coaching et ça permet de rendre les gens communiquent ensemble et partager qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce point qui est vert. Ok. J'espère que c'était clair. C'est vrai, clair. Avec en audio, c'est pas évident de passer le bon message sans avoir le slide décrivant le principe, mais vous pouvez le trouver Spotify, Squad Health Check, je pense ça existe, mais ouais, tu pourras m'envoyer le lien aussi. De toute façon, je vais mettre tout ça dans les notes du Ok, je suis pas sûre si, en tout cas, c'est un truc adapté de Spotify. Okay. Oui, ça existe sur Internet, mais nous, on a adapté les questions à notre contexte et aux problématiques qu'on aimerait bien résoudre. Ça marche. Non, en tout cas, c'était très clair. Et puis les feux rouges, c'est quand même très visuel. Je pense que dans tous les pays du monde, il y a des feux de circulation. Ouais, surtout quand on dit que si vous êtes dans cet état, on met vous devez prendre le feu rouge. Donc eux-mêmes, avec les couleurs, ils vont comprendre qu'on n'est pas bon. Non, t'as raison. Ok. Bah, t'as dit un mot qui revient toujours de tous les experts que j'interroge, c'est communiquer. Tu vois, la communication. Et je pense que encore une fois, c'est voilà un exemple supplémentaire que c'est la clé, parce que toi, dans ton rôle de coach, tu vas mettre des choses en place pour que l'équipe communique mieux. Et puis en fait, ça permet à tout le monde d'avancer, quoi. Oui, exactement. La bonne communication, c'est un clé pour un coach. Donc, communiquer dans tous les cas, soit pour féliciter, pour encourager, pour supporter votre équipe, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, soyez empathique aussi, c'est important. Et en tant que coach, comme j'ai déjà mentionné, l'écoute. L'écoute, c'est important d'écouter ce qui se passe bien, ce qui ne passe pas bien, et essayer d'utiliser cette écoute pour noter ce qui se passe, et ça peut être un bon point pour entrer aux actions de coaching ensuite, ou pour décider ce qu'il faut faire. Ok. Donc, communication active et écoute active. Ouais, exactement. Ok. Bon. Emna, j'ai encore beaucoup de questions que j'ai envie de te poser, mais le temps file. Donc, je vais pas te retenir trop longtemps. Est-ce que tu as une question pour moi? Bon, qu'est-ce que tu penses du rôle du coach? Est-ce que tu as envie de faire ce genre d'atelier avec ta propre équipe? Bah franchement, ouais, clairement. En fait, tu vois, je me rends compte que j'ai l'impression que c'est comme ça un peu partout. Comme il y a beaucoup de demandes urgentes entrantes, tu gères les trucs un peu, tu sais, rapidement. Faut faire ci, faut faire ça, faut prioriser ci, prioriser ça. Et en termes d'organisation, t'as certains jours, en fait, c'est le bazar, quoi. C'est vraiment le bazar. Mais je me dis, si on avait en place un système qui nous permettait justement d'avoir une meilleure communication,
on pourrait plus facilement se rendre compte, tu vois, dans le dernier exemple que tu as donné, se rendre compte du niveau de priorité par rapport aux informations que chacun a. Et du coup, on pourrait mieux s'organiser et peut-être être un peu moins dans le rush sur certains jours, tu vois. Mais ça nécessite de repenser à toute la stratégie d'équipe et puis surtout aux compétences de chacun, parce qu'il y a certaines personnes qui pourront faire ci et d'autres personnes qui pourront pas le faire, etc. Ouais, et peut-être à travers la communauté, comme le premier point pour entrer, on peut dire voilà, on organise 1 heure ou chaque 2 semaines. Donc c'est pas 1 heure, on peut la passer juste en prenant une pause. Donc on peut se dire voilà, on commence avec 1 heure et après on essaie de capitaliser qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a gagné de ce genre d'exercice, et après on peut généraliser encore plus. Faire beaucoup de feedback aussi, c'est vrai que ça sert toujours. Ouais, exactement, ouais. Ça marche. Et écoute, je pense que on est sur la fin du podcast. Si tu es d'accord, j'adorerais refaire un autre épisode quand tu as un moment, parce que j'ai encore beaucoup de questions, d'autres questions que j'ai envie de te poser. Et puis, ce serait l'occasion dans un temps plus long, de nous faire un retour sur toi, les choses que tu as commencé à mettre en place en début d'année, etc. Ok, merci beaucoup. Et en plus, maintenant, j'ai un autre aspect de coaching que j'ai pas mentionné dans le podcast, car il vient juste de commencer. Okay. Ma nouvelle mission actuellement, c'est un rôle de RTE pour des actions d'amélioration de tests dans un contexte Move to Cloud. Okay. Donc, ça va être un nouveau challenge complètement différent de ce que j'ai fait. Bon, peut-être ça rassemble un peu dans les aspects coaching, mais c'est avec une dimension différente de ce que j'ai fait. Donc, peut-être dans les futurs mois, je vais avoir une autre histoire ou d'autres histoires à raconter. Ça sera un plaisir de les partager avec la communauté. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Nansaïda. Je suis très contente d'être parmi vos invités. Et à très bientôt pour écouter vos différents podcasts. En tout cas, celui-là, il va sortir très rapidement, donc tu l'auras en avant-première. Voilà. Ah, cool, super cool. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Emna, et puis je te souhaite une bonne après-midi. Merci, bon après-midi à toi également, et à très bientôt. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.